Bienvenue dans votre numéro entretien. C'est votre numéro que vous aimez très bien, où nous recevons des personnalités pour parler, commenter l'actualité. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Lopez Iloko Joël. Il est coordonnateur national des Ligues des Jeunes Nouvel Élan. Monsieur Lopez, bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Merci John et je te salue. Je salue tous les téléspectateurs de l'EFAR TV et tous les Congolais qui nous suivent partout dans le monde. Et je te remercie pour cette marque de confiance et un signe de considération vis-à-vis de mon égard, mais surtout de la jeunesse du nouvel élan que je représente. Pourquoi pas dire de la jeunesse tout entière de la République démocratique du Congo. Et c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau de votre chaîne de télévision et j'espère que nous pourrons offrir à la population qui nous suit des analyses qui permettront à contribuer bien évidemment à la construction d'un édifice, la RDC, digne de son rang, digne de sa superficie, digne de ses richesses. Et je te remercie une fois de plus. Merci. Je pense que je vous ai bien présenté. En effet, je suis le coordonnateur national de la Ligue des jeunes du Parti Nouvel Élan, cadre, communicateur en même temps et analyste politique. Voilà, je pense que ensemble avec nos téléspectateurs, nous allons parler de la force régionale qui bientôt, en tout cas, sera déployée à l'est de la République. Nous allons développer le dossier Vital Kamerhe qui est acquitté, blanchi par notre justice. Nous allons aussi parler de l'invalidation du député honoraire Adolphe Muzito, ainsi que l'hommage à notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Voilà. Monsieur Lopez, nous avons suivi ensemble tout ce qui s'est passé au Kenya. Aujourd'hui, il y a eu un communiqué final. Décision finale, c'est quoi? Donc, il y a eu un déploiement des forces régionales qui sera envoyé à l'est de la République pour sécuriser, renforcer notre armée FARDC dans la province de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Bon, comment vous avez d'abord accueilli cette nouvelle? Premièrement, c'est une désolation. Une désolation, pourquoi? Parce que nous estimons que la RDC, de par son potentiel humain, premièrement, nous sommes un État à mesure de pouvoir nous prendre en charge sur tous les plans, tous les secteurs de la vie sociale ici en RDC. Et John, l'histoire est censée nous apprendre, nous édifier. Aujourd'hui, ce déploiement de la force régionale sera la énième intervention militaire étrangère sur le sol congolais. Qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon par rapport à toutes les autres opérations qui ont été menées par les forces extérieures en République démocratique du Congo? Ça, c'est un. Mais deuxièmement, et ce qui est plus important ici, c'est d'identifier les causes pour lesquelles les forces de la sous-région vont se déployer en RDC sous le commandement de l'armée kenyane. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est terrorisé et malmené. Il y règne un climat de terreur, de conflit qui nous oppose, nous, à des groupes, de multiples groupes armés depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Et moi qui suis du Nouvel Élan, je souhaiterais aborder cette question de la manière la plus simple pour permettre à une édification aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui partout dans le monde. Le conflit qui nous oppose est un conflit lié à la terre. Ça, c'est ce que nous devons retenir.
Lié à la terre, pourquoi? Parce que si nous devons nous baser sur tous les rapports des Nations Unies, nous avons le rapport mapping, nous avons les rapports de toutes les organisations internationales de droits de l'homme qui établissent les faits et les responsabilités en ce qui concerne la déstabilisation de la partie est de notre pays. Vous remarquerez que le Rwanda est cité plus d'une fois. Et aujourd'hui, encore avec le communiqué final de la commission élargie de suivi par rapport à la situation de l'Est de notre pays, les responsabilités sont bel et bien établies et il est clairement établi que l'armée rwandaise alimente ce climat de terreur. Le Rwanda soutient les groupes rebelles qui opèrent dans la partie est du pays. Mais sur ce point, la RDC il a refusé la participation de l'armée rwandaise dans cette opération. Justement, de la force régionale. Évoluons pour comprendre les faiblesses de notre État, parce qu'il y a une responsabilité étatique dans ce qui concerne le conflit dans la partie est de notre pays. Et récemment, vous avez sans doute suivi une série d'activités, des mouvements citoyens, des partis politiques qui se sont sentis dans l'obligation d'être dans les rues de Kinshasa, partout dans les provinces, mon parti Nouvel Élan, que je cite, pour apporter un soutien moral, psychologique vis-à-vis de nos troupes militaires qui se battent depuis plus de 20 ans aujourd'hui dans la partie est de pays. Une guerre qui dure, une guerre de plus, une guerre de trop. Mais il y avait aussi cette pression vis-à-vis du pouvoir central, vis-à-vis de l'exécutif qui a pour mission d'organiser la société sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, mais surtout sur le plan sécuritaire, parce que la sécurité relève donc de la souveraineté d'un État. La sécurité relève de la souveraineté de tout un peuple, puisque l'armée a pour mission et vocation de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Je précise ici, John, que la première richesse d'un État, c'est sa terre. Et la deuxième, c'est sa population. D'ailleurs, ce sont là les éléments constitutifs d'un État. Et aujourd'hui, il a été clairement établi que le Rwanda est à la base de ce conflit qui met à mal la souveraineté de notre État. Et lorsque je parle de la terre, John, il faut savoir que le Rwanda, c'est 26 000 kilomètres. Pour une population qui avoisine les 13 millions. Donc une densité d'à peu près 500 Rwandais au kilomètre carré. Contrairement à la RDC, qui est un pays à la dimension d'un continent, nous sommes à plus de 2 350 000 kilomètres carrés. Pour une population avoisinant les 120 millions d'habitants, nous sommes de ce fait 50 Congolais au kilomètre carré. Donc le problème qui se pose actuellement, c'est le fait que les Rwandais sont à court de terre et qu'ils seront contraints dans les années à venir de pouvoir venir de force, migrer vers la RDC. Et il est de la responsabilité de l'État, dans ces conditions-là, de créer des conditions qui permettront à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, puisque actuellement, la difficulté est le fait que l'État a du mal à exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. D'où l'inefficacité de notre armée à pouvoir éradiquer une fois pour toutes les groupes rebelles qui naissent, qui disparaissent, qui reviennent, qui sont alimentés par le Rwanda qui leur sert de base arrière. Il y a une responsabilité de l'État. Mais aujourd'hui, pour évoluer, la signature a été déjà posée dans le communiqué final. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est une très bonne question, John. La RDC aujourd'hui compte à peu près 200 000 hommes en uniforme, FARDC, des militaires qui défendent nuit et jour l'intégrité territoriale de notre pays. Contrairement au Rwanda qui possède une armée de près de 30 000 éléments. Contrairement à l'Ouganda actuellement qui compte une armée de près de 45 000 militaires. Mais ici, la question est celle-ci, John. Nous, du Nouvel Élan, considérons plutôt que c'est l'économie qui régit la politique et non le contraire. Lorsque nous avons une armée de près de 200 000 militaires, pendant que l'exécutif, dans son budget en cours, celui voté récemment au niveau de l'Assemblée nationale, prévoit un budget défense pour l'armée de 3%. Ce qui équivaut à près de 270 millions de dollars. Donc ça ne représente pour rien. Un effectif de 180 et quelques mille militaires, près de 200 000, c'est insignifiant.
Pendant que l'Ouganda, qui compte un effectif de 45 000 militaires, prévoit un budget défense de près d'1 milliard de dollars. Vous sentez la contradiction dans les chefs de ceux qui ont pour mission d'organiser la société, notamment le pouvoir central. Donc nous estimons qu'il y a une forme de complicité dans la gestion de la chose publique, ce qui fait à ce que notre armée soit inefficace. Et la MOCA propose quoi pour ce déploiement, d'ailleurs pour cette agression rwandaise? Oui, cette agression, ce déploiement bénéficie à tous les États sauf à la RDC. Puisque aujourd'hui, les rapports prouvent à suffisance l'implication du Rwanda, l'implication de l'Ouganda dans le conflit dans la partie est de notre pays. Cette instabilité permet à ces États d'exploiter illégalement notre richesse, notamment l'or et le cobalt, qui est évalué à 25 000 tonnes l'année, réparties comme suit 10 000 tonnes pour le Rwanda et 15 000 tonnes pour l'Ouganda, annuellement, ce qui représente une enveloppe d'1,5 milliard de dollars qui échappe au pouvoir central. Récemment, le président Muzito a proposé la construction des murs. En effet. Et pourtant, de l'autre côté, et la rupture même diplomatique. De l'autre côté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit que la seule voie qui peut mettre la solution sur tout ce qui se passe à l'Est, c'est la diplomatie. En effet, la charte des Nations Unies qui régit les relations entre les États, et même en droit international, il est prévu dans des différents cas de conflit le règlement pacifique, d'où la diplomatie. Mais actuellement, nous sommes dans une position de guerre où il est établi une implication en termes de militaire, en termes de soutien matériel du Rwanda vis-à-vis des rebelles. Donc la RDC est en position défensive où il faut répliquer. Nous ne sommes plus là dans une phase diplomatique, mais nous sommes dans une question qui relève de la défense, qui relève de la souveraineté de l'État. Et qu'il est nécessaire pour la RDC d'engager la guerre avec le Rwanda. Mais je précise encore ici, John, une guerre peut être gagnée avant même le début des hostilités. Comment ça? Lorsque vous avez une armée forte, d'ailleurs c'est l'une des propositions qu'a faite l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, à court terme, urgemment, il serait nécessaire pour l'État congolais d'aligner près de 50 000 militaires à la frontière RDC rwandaise, prévoir un budget par rapport à ces performances budgétaires qu'a connu le pays pour la période d'avril et mai, aligner près de 500 millions de dollars pour permettre aux militaires d'être soutenus financièrement, mais aussi d'être équipés pour faire trembler le Rwanda. Parce que lorsque je dis qu'une guerre peut être gagnée avant même le début des hostilités, c'est lorsque le Rwanda réalise que la RDC est un pays-État, est un pays-continent avec une armée forte, républicaine, régulière. En ce moment-là, le Rwanda tremblerait et il y aura automatiquement repli de tous les mouvements rebelles. Voilà. Ce serait pour nous une façon de discipliner le Rwanda. Et à moyen terme, Adolphe Muzito propose l'érection d'un mur qui séparera la frontière congolaise rwandaise. Et j'aimerais aborder cette question du mur pour peut-être chuter sur ce point-là. Les avantages sur la construction de ce mur sont sécuritaires, mais aussi économiques. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons plusieurs dizaines des États qui ont érigé des murs dans les frontières. Et le mur qui séparera la RDC vis-à-vis du Rwanda est un mur qui s'étalera sur 70 km. Parce que la frontière qui nous sépare avec le Rwanda est une frontière qui s'étale sur 217 km au total. Nous avons 70 km qui est la partie urgente, la forêt, par où les groupes rebelles entrent et ressortent vers le Rwanda pour s'alimenter en équipement et en vivres. Et nous avons l'autre partie qui compose les montagnes et aussi le lac Kivu. Et il propose à ce que nous construisons ces murs qui coûtera à la RDC près de 160 millions de dollars. Ce qui représente le 10% de ce que nous perdons comme État chaque année par rapport à l'exploitation illégale du cuivre et du cobalt. Ce qui permettra à la RDC de mieux sécuriser ses frontières, puisque l'État actuellement est dans l'incapacité d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national, ce qui permettra cette fois-là à lutter contre la contrebande, mais aussi les mouvements migratoires illégaux. Et puisque, je l'ai dit au début de ton émission, John, les Rwandais, à l'horizon 2030, 2035, doubleront. Ils seront près de 26 millions d'habitants.
Et ils seront contraints de migrer vers la RDC. Mais nous, nous sommes d'accord pour vivre avec le Rwandais, puisque nous sommes un pays voisin et que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Merci. Il serait nécessaire que le Rwandais vienne, mais dans les respects des lois et des textes qui régissent la République démocratique du Congo. Merci. D'où un État, la refondation d'un État, d'où les réformes institutionnelles, les réformes au sein de l'armée, qui est une composante de l'administration de l'État. Voilà. Et qui relève de la souveraineté Vital de tout Kamerhe, blanchi par la justice. Je pense que vous avez aussi suivi cette information. Quelle est votre analyse? Merci, John. Je pense que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a fait une tribune sur cette question de la justice congolaise. Une justice héroïque mais paupérisée par l'exécutif. Vous savez, un État repose sur le principe de la séparation du pouvoir. Et nous avons trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, qui est composé de la présidence et du gouvernement. Nous avons le pouvoir législatif, qui est composé là de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous avons le pouvoir judiciaire, qui est composé là des cours et tribunaux, des juges et magistrats. Et l'indépendance de ces institutions doit premièrement être d'ordre financier, d'ordre économique. C'est ça la souveraineté, même pour vous, John, qui êtes en face de moi. Pour que vous vous sentiez souverain, vous devez être à mesure de vous prendre vous-même en charge, vous et votre famille. Dans le cas contraire, vous êtes inféodé par rapport à celui qui exerce un pouvoir sur vous et votre famille. Ce qui est le cas de la RDC, parce que le cas Vital Kamerhe est un cas isolé. Nous devons plutôt analyser l'ensemble du concept de la justice ici en République démocratique du Congo, parce que il est connu de tous que lorsqu'un dignitaire de ce pays est accusé en justice et est accusé par la justice congolaise, au premier degré, ce dernier est condamné. Mais lorsque ce dernier va en appel, et pour la plupart des cas c'est la même chose, il y a souvent vice de procédure où l'appel et la condamnation est annulée en second degré. Ça c'est la coutume ici en RDC. Ça fait aussi... ce sont aussi les éléments qui font un état de droit. Non. Un état de droit, c'est arrêter quelqu'un, juger, si on trouve que non, malheureusement, il est innocent, malheureusement un état de droit repose sur l'indépendance de la justice. Et l'indépendance de la justice est effective que lorsque la justice est capable elle-même de rendre justice, sans pour autant être inféodée par ceux qui détiennent le pouvoir politique. Je vais vous donner un exemple concret, John. Dans la répartition du budget actuel, il y a près de 45% qui est alloué pour le fonctionnement des institutions. Nous avons là les trois pouvoirs. Nous avons l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Sur les 100% du budget alloué pour le fonctionnement des institutions, le pouvoir exécutif, le président de la République, le gouvernement, en complicité avec le pouvoir législatif, prennent à eux seuls 80% du budget des institutions. Seul 20% est réservé à la justice. Ce déséquilibre déjà dans le fonctionnement des institutions prouve à suffisance combien les juges et les magistrats sont à la merci de ceux qui tirent les ficelles, les politiques, ceux qui ont pour mission d'organiser la société. Les dossiers Kamerhe non, je préfère aborder la question de la justice de façon globale. Non, moi j'avais souhaité qu'on reste toujours vraiment dans les dossiers Kamerhe, parce que c'est un dossier qui fait trop des polémiques sur la toile. Je vais peut-être survoler cette question parce que aujourd'hui, nous avons acquittement, nous avons blanchiment de tous les auteurs de ce projet 100 jours qui était digne d'une pièce théâtrale hollywoodienne. Mais plus de 500 millions de dollars ont été volatilisés dans la gestion de ce projet 100 jours. Est-ce que la justice congolaise, John, ça c'est la question que nous devons nous poser, a pu établir les responsabilités de chacun dans la gestion de ce projet 100 jours? Parce que l'acquittement dans ce procès 100 jours n'est pas égal au blanchiment, puisque aujourd'hui l'argent s'est volatilisé. La justice ne sait pas nous dire exactement où est parti, où sont logés les fonds qui étaient alloués au projet 100 jours, notamment dans la construction des maisons préfabriquées, notamment dans tout ce qui englobe le projet 100 jours. Donc le cas Kamerhe est un cas isolé qui prouve aujourd'hui à suffisance que notre justice est faible. Notre justice est elle-même victime d'injustice et de ce fait, elle est dans l'incapacité de rendre justice. D'où l'inféodation de la justice.
il faudrait que l'État congolais, l'exécutif, puisse mettre des moyens pour permettre aux juges et magistrats d'être souverains et de pouvoir dire le droit tel qu'il se veut. Donc les juges ne sont pas bien équipés. Les juges ne sont pas bien équipés. Les juges sont sous-payés, puisque je me rappelle, à l'époque d'Adolphe Mouzito, en Ils 2000... subissent des injonctions, apparemment. Mais des injonctions du fait que la justice est pauvre, appauvrie par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je viens de vous le prouver en ce qui concerne la répartition du frais de fonctionnement des institutions, du budget de fonctionnement des institutions. Donc, ici, les responsables sont politiques, puisque aujourd'hui, John, notre Constitution, dans son exposé de motifs, dit clairement que la RDC est confrontée à des crises récurrentes, des crises qui sont liées à la légitimité de ceux qui sont dans les institutions. Et le fait que ceux qui sont dans les institutions ne soient pas une émanation du peuple, ils ne peuvent pas créer les conditions dans lesquelles la justice peut être indépendante, puisque lorsque vous mettez les moyens au service de la justice, vous vous exposez vous-même lorsqu'il y aura forfait pour que cette justice soit à mesure de vous juger vous-même. Et aujourd'hui, il faut savoir, John, l'appauvrissement de la justice est lié au fait que l'exécutif et le pouvoir législatif, en complicité, ont choisi librement de pouvoir appauvrir une justice pour que l'état de droit ne puisse pas être effectif. Juge Raphaël, victime. Victime. Plus de 500 millions de dollars volatilisés. Les maisons préfabriquées sont à l'abandon au niveau du camp Tchad. Tout a été prouvé noir sur blanc. Voilà pourquoi nous, qui sommes du Nouvel Élan, avons toujours insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait des réformes. Des réformes qui vont permettre l'effectivité de l'état de droit, puisque l'économie est censée régir la politique. Quel genre de réforme que vous préférez vraiment surtout à la justice? La première, c'est les réformes liées à la question de l'élection, parce que nous sommes en démocratie et le moyen par lequel la population, le peuple, se choisit les dirigeants, c'est par la voie des élections. Les élections de 2018 nous enseignent, John, qu'il y a eu une participation de la population inférieure à 30%. Ce qui explique librement cette désaffection entre la population et les dirigeants. Aujourd'hui, les élections en RDC prouvent à suffisance que la loi n'a jamais été respectée, n'a jamais été d'application dans les chefs de ceux qui dirigent la CENI, qui est un organe technique, mais aujourd'hui inféodé par le pouvoir politique. Il faudrait, pour le gouvernement congolais, mobiliser les recettes, plus des recettes pour financer ces réformes. Mais ces réformes qui permettront à la RDC d'être un État souverain économiquement, politiquement et sur le plan social. Voilà. Adolphe Mouzito invalidé. Donc, pour conclure, nous avons une justice inféodée. Okay. Nous avons un appareil judiciaire qui compte plusieurs centaines de juges et magistrats, contrairement à ce Parlement qui compte près de 500 députés et une centaine de sénateurs. Mais vous comprenez que l'exécutif à lui seul prend près de la moitié du budget de l'État. C'est une dictature institutionnelle. Merci. Qui a des répercussions négatives dans le social des Congolais, mais aussi dans la sécurité et la défense de notre nation. Parlons de l'invalidation du député honoraire Adolphe Mouzito suite à l'absentéisme non justifié. Dans votre camp, comment vous l'avez vous avez accueilli d'abord D'ailleurs, nous n'aurons même pas dû en parler, parce que au début de cette législature, Adolphe Mouzito a choisi de ne pas siéger au sein d'une Assemblée nationale. Pour quelle raison? La première, c'est l'illégitimité de ceux qui y siègent au nom du peuple. Les élections de 2018 ont prouvé à suffisance que le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi ne venait pas réellement du peuple. Mais payé chaque fin du mois? Je vous explique. Lorsque vous parlez des émoluments, moi je vous ramènerai plutôt à beaucoup plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une liste qui a été établie de plus de 20 députés absentéistes au niveau de l'Assemblée nationale. Et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale dispose qu'il faudrait mettre en place une commission mixte paritaire pour traiter la question de chaque député absentéiste. Mais il n'y avait pas une commission? La commission n'a pas été mise en place, ou encore a été mise en place composée seule des députés de l'Union sacrée, John. Non, j'ai voulu pour vous faire voir d'abord l'irrégularité dans la procédure. Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale veut que le député concerné soit entendu par cette commission.
Chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, Adolphe Muzito n'a pas été entendu. Mais vous venez de dire qu'il y avait une commission composée par les membres de l'Union sacrée. Oui, mais le règlement d'ordre intérieur veut qu'il y ait une commission mixte. Majorité. Mais selon le bureau de l'Assemblée nationale, on dit qu'il y a eu une commission qui a eu Je vous dis que c'est faux. Une commission réellement mixte. Je vous dis que c'est faux. De qui était composée cette commission? Vous êtes journaliste, vous devez sans doute avoir cette information. Vous n'aurez pas la réponse à me donner. Les députés n'ont pas été entendus. Et sur 20 députés, 5 ont été invalidés. Une quinzaine représentant les camps de l'Union sacrée ont été épargnés. Donc aujourd'hui, ça prouve d'abord, à suffisance auprès de l'opinion, qu'Adolphe Muzito n'est pas partenaire de l'Union sacrée, puisque ça a été véhiculé dans les médias d'une certaine manière. Mais avec Adolphe Muzito, c'était normal, puisqu'il répondait aux critères de tout ce qui devrait être invalidé. J'ai commencé par vous dire une chose, John. Adolphe Muzito a choisi de siéger dans la cité, et non au sein de cette assemblée. C'est comme ça. Je vous dis. C'est ça ce que la loi nous dit. Mais je pense que nous devons être clairs sur ça. Le choix, la position de ce leader était de ne pas siéger. Alors il était parmi les députés les mieux élus. Oui, mais John, la crise... C'était pour aller représenter ce peuple, ces élus. Vous êtes une minorité, vous êtes une minorité dans une majorité fabriquée. Une majorité qui n'est pas au service du peuple. Dites-moi, depuis le début de cette législature, qu'est-ce que les députés nationaux qui ont une responsabilité directe, puisqu'ils sont en même temps contrôleurs de l'exécutif, mais ils sont aussi l'autorité budgétaire? Quelle loi des finances a été votée en faveur de ce qui se passe dans la partie est de notre pays? Mais c'est très révoltant pour nous, peuple. Nous ne pouvons pas, nous ne nous identifions pas dans cette majorité au sein de cette Assemblée nationale. Des élections qui ont été truquées, teintées de beaucoup d'irrégularités. Et dans l'application de la loi, et dans la forme et dans le fond. Ne pouvait pas aussi nous devons siéger, nous avons choisi, ces émoluments ont servi à financer. Je vais vous expliquer. John, laissez-moi évoluer. J'ai l'impression que vous, comme journaliste, vous avez un penchant, vous avez une position. Je suis en train de vous expliquer. Voilà. Outre les émoluments, ce que vous devez retenir comme journaliste, c'est qu'il y a un règlement de compte qui se passe au sein des institutions. Adolphe Muzito est interdit actuellement d'accéder au salon diplomatique parce que lorsque nous parlons d'Adolphe Muzito, j'aimerais que nous soyons clairs. Il y a une double dimension qui s'accorde à cette personne. Nous sommes en train de parler d'un ancien Premier ministre de ce pays et nous sommes en train de parler de celui qui a été le mieux élu comme député national. Aujourd'hui, les avantages liés aux soins médicaux des députés, Adolphe Muzito n'en bénéficie pas. Aujourd'hui, le passeport diplomatique d'Adolphe Muzito est bloqué. Ça, nous n'en parlons pas. Donc, nous estimons que c'est un faux débat à parler de cette invalidation puisque nous avons choisi librement de siéger dans le peuple. Et nous avons choisi de proposer des pistes et solutions comme parti politique. Nous le mettons à la disposition de la population à travers vous qui êtes du média, au bénéfice même de ceux qui sont dans les institutions et qui ont du mal à gérer le pays. Puisque cette crise de légitimité a donné naissance à une crise institutionnelle où M. Félix-Antoine Tshisekedi, bloqué, par manque d'un programme de gouvernance concret, n'a pas su répondre aux desiderata de la population sur le plan politique, sur le plan économique. Aujourd'hui, nous avons pour nous les jeunes qui représentent 60% de la population congolaise. Le taux de chômage est élevé. Aujourd'hui, chaque année, nous avons plus de 2 millions d'étudiants qui sortent des universités pour descendre sur le marché de l'emploi. 0 emploi ont été créés. Donc, si nous devons dresser un bilan, vous allez comprendre que M. Félix Tshisekedi a échoué. Mais vous savez, échoué du fait que les élections... Est-ce que vous savez que vous contredisez le président Adolphe Muzito? En quoi, faisons? Puisqu'il a fait plusieurs sorties médiatiques, il a apprécié quand même l'évolution de notre pays depuis que le président Tshisekedi... Non, vous êtes journaliste et il faut bien poser votre question parce que c'est très important par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent. La récente sortie médiatique d'Adolphe Muzito était plutôt à caractère interpellateur et non pour glorifier l'exécutif, puisqu'il s'agissait là des performances budgétaires. Il a dit qu'il y a des avancées. Pour la période, l'échéance fiscale de avril à septembre, Adolphe Muzito a salué. Non, laissez-moi évoluer. A salué les performances du pays. Parce que notre impôt
est déclaratif. Notre système fiscal est déclaratif. C'est celui qui exploite, qui déclare ce qu'il exploite. Et les opérateurs économiques ont déclaré, et par rapport au boom minier, puisqu'il y a eu augmentation des produits, de nos ressources minières, notamment le cuivre et le cobalt, le cuivre qui est passé de 6 000 à 8 000 dollars la tonne, le cobalt de 8 000 à 31 000 dollars la tonne. Donc, lorsque les opérateurs économiques ont vendu, ils ont vendu à un prix exorbitant, et de ce fait, il était normal de reverser dans les caisses de l'État ce qui est dû. Mais Adolphe Mouzito a insisté sur le fait que l'impulsion politique serait lorsque l'État sera à mesure de faire un redressement fiscal pour voir si réellement ce qui a été déclaré est réel. Et de deux, il est interpellateur puisque le communiqué du gouvernement, du Premier ministre, donnait les orientations sur la gestion de ces fonds alors qu'il n'en a pas le droit. Adolphe Mouzito, non, c'est important, laissez-moi évoluer. Adolphe Mouzito a insisté sur le fait que l'exécutif devait revenir vers le Parlement, respecter la procédure pour qu'il y ait une loi de finances rectificative à la hausse pour que ces fonds-là soient alloués, selon les recommandations de ceux qui, si nous pouvons le dire ainsi, sont censés porter le mandat du peuple, d'où les députés. Donc il était beaucoup plus interpellateur que comme vous le présentez actuellement. Et il a insisté pour dire qu'actuellement, nous pouvons, avec ces réalisations, financer d'autres projets, notamment augmenter la masse salariale de l'État, qui est évaluée à 2,5 milliards de dollars, doubler les salaires des fonctionnaires, les salaires des magistrats, permettre l'effectivité d'un État de droit, financer l'armée à la hauteur de 500 millions de dollars pour qu'elle soit en mesure de régler une fois pour toutes la question du conflit qui nous oppose avec les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Donc ici, nous pouvons dresser un bilan et nous insistons, John, puisque nous parlions là de cette invalidation, c'est un non-événement pour nous. Nous avons choisi je voudrais aussi, je voudrais poser cette question. Je pense que bientôt, il y aura les élections. Est-ce que Adolphe Mouzito va encore postuler? Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant à ses électeurs? Je pense que Et il aura encore cette confiance d'être réélu. Mais le travail que fait Adolphe Mouzito est spectaculaire, contrairement à ceux qui sont en train de siéger au sein de ces institutions. Il avait un mandat quand même. Mais le mandat, il l'exerce dans le peuple. Parce que, non, John, il y a... Élu pour aller siéger John, ce soir. nous étions en 2018 dans le cadre de la coalition Lamouka, qui était une coalition électorale. À la suite des élections, ces irrégularités ont fait à ce que les partis politiques, les leaders politiques puissent se réunir. C'était à Bruxelles, où ils ont décidé de muter de plateforme électorale en plateforme politique des résistances. Résister contre le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui était un pouvoir illégitime, pour pouvoir mobiliser le peuple, éveiller la conscience collective, pour que nous puissions reconquérir notre souveraineté par des élections qui reflèteront cette fois-là la volonté du peuple. Nous avons fait un choix de résistance. Nous avons refusé de siéger dans les institutions composées avec ceux qui siègent au nom du peuple en toute illégitimité. Nous nous sommes opposés à la fraude. Et si nous devons mobiliser le peuple, chose que nous faisons aujourd'hui, à l'approche des élections, nous muterons comme plateforme électorale, nous évaluerons les projets des sociétés des uns et des autres pour voir de quelle manière nous allons aller aux élections, mais seulement des élections de choix et de qualité. Pourquoi? Parce que les élections coûtent à la République beaucoup d'argent, et la suite des élections, c'est sujet de contestation, ce qui plonge les pays dans un chaos. Un chaos qui nous empêche d'émerger économiquement pour que la population congolaise puisse tirer les dividendes de ce que régorge le sol et le sous-sol de son Voilà, État. j'espère que la question des élections, à la prochaine fois, je vais le faire ça. Je pense que il y a beaucoup de matières là-bas. Je pense que si on veut encore se focaliser, vraiment, ça va nous prendre encore beaucoup de temps puisque nous tendons déjà vers la fin. J'avais souhaité vraiment, si vous pouvez placer un mot sur le deuil national de Patrice Emery Lumumba. Oui, le retour du relique de Patrice Emery Lumumba doit plutôt être interpellateur parce que Lumumba était un nationaliste. Lumumba a milité pour l'intérêt général de la population congolaise. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose. Nous recevons avec honneur ce retour. Mais en même temps, nous exigeons, nous, comme peuple, réparation. Cette réparation que la plupart des politiques ont du mal
à présenter, nous qui sommes du Nouvel Élan, insistons sur le fait que la Belgique devrait cette fois-là accompagner la République démocratique du Congo dans un partenariat économique gagnant-gagnant. Un partenariat économique dans lequel la Belgique, qui a profité de nos richesses ici pendant la période coloniale, puisse emmener les capitaux à la RDC et une expertise dans différents secteurs, notamment fonciers, puisque aujourd'hui la question qui nous oppose, le conflit qui nous oppose à tous les autres pays, c'est le conflit de la terre. Nous avons parlé de la titrisation des terres par l'État au profit des communautés locales. Nous souhaiterons que la Belgique puisse emmener son expertise dans le domaine des infrastructures, puisque économiquement, pour que la RDC se développe, il faudrait pour nous construire des routes. Et nous avons un besoin de 160 000 kilomètres de routes à construire d'intérêt général, répartis 90 000 pour relier les routes à dessert agricole et 60 000, si je ne m'abuse, des routes reliant les provinces. Voilà. Désenclaver la population et gagner aussi le pari de l'unification du pays. Aujourd'hui, nous avons un pays endetté, enclavé. Il faudrait que la Belgique nous accompagne. Et cette réparation ne sera effective que lorsque sera établi ce partenariat économique pour que la République démocratique du Congo puisse, elle aussi, à son tour, bénéficier de l'expertise belge et créer la richesse pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Dernière petite question qui me revient. Relation aujourd'hui entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Est-ce qu'il y a une bonne relation? La population doit savoir qu'il y a une forte divergence qui se pose actuellement. La MOUCA existe bel et bien. Et la divergence, vous l'avez dit, c'est autour du bloc patriotique, parce que le Nouvel Élan est composé de deux partis phares, notamment SID Nouvel Élan, excusez-moi, qui forment le présidium de la MOUCA. Dans le cadre de notre lutte de la résistance, nous avons opté pour mobiliser le peuple pour des élections crédibles, libres et transparentes. Et dans cette phase de résistance, nous, du Nouvel Élan, estimons que nous ne pouvons pas militer aux côtés de ce qui a été à la base du chaos électoral de 2018, ce qui a plongé notre pays dans de multiples crises. Mais d'un côté, les autres amis qui sont libres, puisque la charte, la convention qui régit la MOUCA dispose de l'autonomie de gestion des partis politiques dans l'organisation de leurs activités. La divergence est à ce point. Nous estimons que nous ne pouvons pas être aux côtés du FCC, ceux-là qui ont été à la base du chaos électoral, pour combattre contre celui qui a bénéficié de la fraude électorale. Vous ne partagez plus le même avis? Sur cet angle, nous disons, oui, nous ne partageons pas le même avis. Le bloc patriotique est un groupe homogène composé de ceux qui ont été à la base du chaos électoral et composé de ceux qui militent pour le rétablissement d'un état de droit réel. Donc c'est une contradiction, et cette contradiction réduit même la dimension du combat que le peuple a accordé à ces leaders. Merci beaucoup. Vous avez la caméra. Juste un petit mot. Je vous accorde juste 30 secondes d'un petit message et puis c'est un plaisir pour moi d'avoir répondu à votre invitation. Et si vous avez un message particulièrement... Le message est celui d'interpeller la classe politique congolaise pour que des réformes au préalable soient faites pour garantir à la population congolaise, à nous qui représentons 60% de la population congolaise, les jeunes, des élections de choix, des élections qui permettront cette fois-là à nous, peuple, de gagner ce pari de la reconquête de notre souveraineté pour que nous soyons fiers comme peuple vis-à-vis de tous les autres peuples du monde. Et nous insistons sur la tenue des élections dans le délit constitutionnel, mais des élections qui mettent ensemble, qui garantissent toutes les parties prenantes de ces élections, notamment le peuple, qui est plus représentatif que ceux qui vont challenger pour le pouvoir et que demain, nous puissions recouvrir de notre fierté comme étant peuple. Merci beaucoup, Monsieur Lopez et Yoko Joël. J'ai dit que vous êtes coordonnateur national des Ligues des jeunes des Nouvel Élan. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. À la prochaine.